Alors dans ce nouveau chapitre, on va parler de la gestion des erreurs et du try-catch. Donc lorsque l'on écrit du JavaScript, il y a forcément à un moment donné, notre code va avoir des problèmes et va renvoyer des erreurs. Donc ce n'est pas bien grave, mais il faut être capable de les capturer et de gérer les problèmes s'ils arrivent. Alors, on va essayer de créer un code qui forcément va générer une erreur. Donc je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler A, et cette variable, ça va être un objet. Et j'essaie de faire, juste après, d'appeler une méthode que je vais appeler ma méthode sur l'objet. Donc vous le devinez, cette méthode n'existe pas, et du coup ça va renvoyer une erreur. Donc lorsque vous allez exécuter votre code sur un navigateur ou sur un interpréteur, vous allez tomber sur une erreur. Et là, il vous dit l'erreur n'a pas été capturée, voilà l'erreur, et il vous montre la ligne sur laquelle ça a eu lieu. Donc ce genre de problème, ça peut arriver aussi à l'intérieur d'une librairie. On utilise quelque chose, on a un résultat inattendu. Et le but, du coup, ça va être de capturer cette erreur pour éviter qu'elle arrive en console et qu'elle bloque le reste de l'exécution du script. Si par exemple, juste après, je mets ici un console.log salut, qu'est-ce qui va se passer ? Automatiquement, l'erreur est renvoyée et tout le reste de mon code ne s'exécute pas. Donc une petite erreur peut engendrer un blocage de toute l'application. Donc pour capturer les erreurs, on a la possibilité d'utiliser le try-catch. Donc le principe, c'est d'entourer un bloc de code qui renvoie une erreur avec un try, et ensuite on peut utiliser un code pour exécuter quelque chose lorsque cette erreur arrive. Donc ici, ce code-là, c'est un code qui est sensible. Parfois, ma variable A n'est pas celle que j'attends, et je sais que ça renvoie une erreur. Donc là, j'entoure mon système d'un try. Et ensuite, je vais mettre un catch. Donc ce catch prend en paramètre une variable qui sera l'erreur qui sera renvoyée. Donc cette erreur, c'est ce que vous avez vu au niveau de la console. Donc plutôt que de l'afficher dans la console, automatiquement, ça va nous l'envoyer à ce niveau-là. Donc là, ce que je peux faire, c'est par exemple faire un coup de console.log, j'ai rencontré une erreur, et afficher plus d'informations sur l'erreur. Donc là, directement, je concatène mon erreur. Donc je vais tout simplement l'appeler E. Si maintenant j'essaie de réactualiser ma page, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus d'erreur en rouge qui s'affiche au niveau de mon navigateur, mais j'ai directement mon message qui dit j'ai rencontré une erreur, et on me dit le type de l'erreur, et ensuite le message qui est à l'intérieur. Donc là, on me montre, si je clique ici, que c'est cette erreur-là qui a été renvoyée. Donc en l'occurrence, c'est une erreur de type error. Donc si on cherche dans la documentation, on va chercher type error, donc on peut directement le faire ici. Donc on tombe sur la définition, et c'est un objet qui a aussi ses propriétés. Donc par exemple, si je veux afficher plus d'informations sur l'origine de cette erreur, je peux récupérer la propriété stack. La propriété stack va me permettre d'obtenir des informations sur ce qui a généré le souci. Si j'actualise ici, on me renvoie ça. Enfin, vous avez aussi, après le catch, la possibilité d'écrire un finally. Finally vous permet d'exécuter un code quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'on ait eu une exception ou non. Ici, je vais mettre tout simplement un console.log finally pour savoir s'il est exécuté. Si j'actualise la page, je vois qu'il rencontre d'abord l'erreur, donc il est rentré dans le catch, puis il rentre dans le finally. Si ici, au niveau de mon try, je mets quelque chose qui ne renvoie pas d'erreur, par exemple, je fais A égale 3, là, on va avoir à la fois le A égale 3 qui va être exécuté, mais aussi le finally. Donc on peut se dire ici, pourquoi pas tout simplement mettre le console.log à la fin. Vu qu'on fait un try-catch, l'erreur est capturée, et du coup, on n'a pas de problème. Si je fais A.maméthode, le catch va être utilisé, cette erreur est donc capturée, donc elle n'empêche pas la suite de l'exécution du script, et du coup mon console.log fonctionne correctement. En fait, le problème c'est que parfois on n'a pas forcément envie de capturer les erreurs. On va dire, on essaie d'exécuter ce code-là, mais s'il ne s'exécute pas, c'est pas grave. Et dans ce cas-là, on mettra directement le finally ici. Voilà. Si on met comme ça ce code-là, le finally va être exécuté, même si on a une erreur. Et ensuite, vu qu'il n'y a pas de catch, l'erreur est renvoyée au-dessus. Si on ne mettait pas le finally, déjà on peut pas mettre simplement un try, ça ne fonctionne pas. Et qu'on mettait notre système, vu qu'il y a une erreur qui est renvoyée, le code n'est pas exécuté et du coup c'est bloquant. Voilà, donc le finally est utile suivant certains cas. Par contre, c'est vrai que si vous mettez un try catch, l'erreur est capturée et du coup après vous pourriez être tenté de directement mettre le code après. Ça revient à peu près au même. Ceci étant dit, pour des questions de logique, c'est plus pertinent d'utiliser le finally quoi qu'il arrive. Ça permet de mieux comprendre ce qui peut se passer. Donc de la même façon, vous avez la possibilité vous-même de renvoyer des erreurs. Donc on va créer une fonction qu'on va appeler démo
Et dans cette fonction, on va prendre un paramètre qui sera un nombre. Et globalement, on ne veut pas que le nombre soit supérieur à 5. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va renvoyer une exception si le nombre est supérieur à 5. Donc on va mettre if nombre strictement supérieur à 5, je renvoie une exception. Donc pour renvoyer une exception, vous faites un throw et vous renvoyez un objet de type erreur. Donc là, vous pouvez faire new, error ou n'importe quel objet qui dépend de erreur. Donc vous avez d'autres types, comme celui qu'on a rencontré tout à l'heure, comme type error. Donc là, on va renvoyer une erreur de base qu'on va appeler error. Et entre parenthèses, vous pouvez lui passer plusieurs paramètres. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, vous regardez au niveau du error et on va vous expliquer comment le construire. En premier paramètre, on peut lui passer un message. En second paramètre, un file name qui servira pour générer la stack. Et ensuite, la ligne à laquelle est apparu le problème. Donc nous, on va simplement mettre un message. Par exemple, le nombre ne peut être supérieur à 5. Et ce que ferait cette fonction, ce serait un petit peu bête, elle retournerait le nombre multiplié par 2. Elle n'est pas vraiment utile. Mais imaginons, après vous passez ce code à quelqu'un d'autre et lui il oublie complètement que votre fonction a cette limitation. Lorsqu'il essaie de l'exécuter, il appelle la fonction en faisant démo 6. Lorsque j'actualise ma page, je tombe automatiquement sur une exception. Mon chiffre qui est passé en paramètre est supérieur à 5, donc ça renvoie l'exception. Et là, dans ce cas-là, on a un problème et ça coupe l'exécution du script. Donc ce que l'on peut faire, c'est faire un try catch et capturer l'erreur et faire quelque chose en fonction. Donc je ne sais pas ce que l'on pourrait faire, mais vous pourriez afficher une information à l'utilisateur pour lui dire non, je ne peux pas. Si par exemple je lui passais un chiffre et que je lui demande que ce chiffre soit inférieur à 5, je pourrais l'informer et lui dire non, le chiffre que tu as tapé n'est pas bon. Alors de la même façon, il est possible aussi d'empiler les try catch. C'est-à-dire que dans ce try là, vous pouvez continuer à exécuter du code qui refait lui aussi un try catch. Donc vous pouvez mettre un try, donc là on va directement renvoyer une erreur. Erreur. Et ensuite ici on met par exemple un finally. Donc il faut savoir que le finally n'empêche pas le catch. Et là je vais mettre un console.log de catch. D'après vous, qu'est-ce qui va s'afficher au niveau de l'inspecteur? Et je vais retirer ça. Mais par défaut, on va arriver sur cet endroit-là. Ce try, là, il renvoie une exception. Donc il s'attend à avoir un catch qu'il n'obtient pas. Il va au finally et il exécute le code du finally. Vu qu'il n'y a pas d'erreur qui a été capturée, il va utiliser le catch qui est ici. Donc au total, au niveau de ma console, j'aurai finally puis catch. En revanche, si l'erreur est capturée à cet endroit-là, donc si je fais un coup de catch et que je capture l'erreur, automatiquement, vu que l'erreur est capturée, donc là on va l'appeler catch, elle ne sera pas renvoyée au-dessus. Donc seulement le code de ce catch-là sera exécuté. Hop. Si ici je mets deux finally, donc on va être finally, console.log de finally, et là on va mettre plutôt un parent pour savoir que c'est celui qui est au-dessus. Si j'essaie d'exécuter ce code-là, on voit que tous les finally sont systématiquement exécutés. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il exécute le code du try. Le code du try échoue. Il y a une exception qui est renvoyée, une erreur qui est renvoyée. Du coup, il exécute le code du console.log, puis ensuite le code du finally. Ensuite, dans le parent, le code du finally est exécuté quoi qu'il arrive. C'est toujours exécuté, que l'on ait une erreur ou non dans le try catch. Donc globalement, quand est-ce qu'on va utiliser ce type de fonctionnalité-là? On ne va pas nécessairement entourer la moindre ligne de try catch. En général, lorsqu'on a des choses où on sait que ça va générer des erreurs, donc lorsqu'on importe une librairie qui vient d'une autre personne et on vous dit attention, ça peut renvoyer des erreurs, vous allez entourer l'utilisation de cette librairie de try catch. Et vous allez pouvoir ensuite détecter s'il y a des problèmes et agir en fonction. En revanche, vous n'utiliserez pas non plus le throw tout le temps. C'est plutôt lorsque vous créez une fonction. Vous créez une fonction et de temps en temps, vous savez qu'elle renvoie un problème qui est bloquant. Plutôt que de dire tout simplement on retourne un booléen ou on retourne false, vous renvoyez une erreur. Cette erreur pourra être capturée beaucoup plus haut et on va pouvoir faire un traitement particulier en fonction. Donc vraiment pensez lorsque vous écrivez des fonctions ou des choses comme ça à prévoir des cas spéciaux, surtout si vous commencez à diffuser votre code à d'autres personnes, parce que lorsqu'elles vont rencontrer des erreurs, elles vont avoir du mal à deviner d'où ça vient. Si vous renvoyez des exceptions correctement, l'avantage c'est que ça permet de mieux comprendre ce qui s'est passé et d'avoir plus d'informations en cas d'erreur. Si je prends le cas d'une fonction, par exemple, vous imaginez, vous créez une fonction qui va s'appeler double. Et cette fonction, elle multiplie un nombre par 2.
Ben, ce que vous pouvez faire, plutôt que vous dire, ben, allez, je return nombre x 2, quand quelqu'un va l'utiliser, s'il fait double et qu'il utilise une chaîne de caractères, hop, bon, je ne sais pas pourquoi il aura envie de faire ça, et il va obtenir une erreur, c'est-à-dire que son truc va redonner quelque chose qui sera de type not a number. Et du coup, s'il utilise le résultat dans la suite de son script, ça va bugger beaucoup plus loin, et il aura du mal à trouver l'origine du problème. Si vous faites, par exemple, vous récupérez le résultat en faisant par exemple var résultat égale le nombre x 2. Vous vérifiez ensuite si c'est un nombre, donc if number .is not a number, et vous prenez le résultat. Dans ce cas-là, vous pouvez renvoyer une exception en faisant throw error, throw new error, et vous aurez envoyé une erreur qui dit le nombre n'est pas un chiffre. Et ensuite, vous continuez l'exécution de votre fonction comme si de rien n'était. Et hop, là ici c'est number. Et hop, il y a un n majuscule. Donc l'avantage, c'est que lorsque quelqu'un va utiliser votre librairie et va l'utiliser de la mauvaise manière, il va avoir une indication sur l'erreur. Et l'avantage, c'est que lui, il peut choisir de traiter ou non ce problème-là. L'avantage, c'est qu'il a plus d'informations sur l'erreur qui a été renvoyée et il sait que directement là, déjà, il y a eu un problème. Il ne s'est pas rendu compte du problème 10 ans plus tard. Et après, il peut choisir soit de modifier sa fonction pour faire en sorte que le paramètre soit bel et bien quelque chose qui est multipliable par 2, soit il peut mettre un try catch pour capturer l'erreur. Donc là, on imagine, hop, il veut faire un coup de console.log de ça. Donc dans le try d'ailleurs, vous pouvez avoir plusieurs lignes. Peu importe la ligne qui va renvoyer des erreurs, mais après, plus vous avez d'erreurs, moins vous savez ce qui s'est passé dans le catch. Donc si vous enchaînez 10 trucs qui peuvent générer des erreurs dans le catch, le problème c'est que vous ne serez pas capable de donner de bonnes indications à l'utilisateur. Donc là, je catch l'erreur qui a été renvoyée. Et si jamais j'ai une erreur, je vais dire console.log, impossible de multiplier AZE par 2. Voilà. Bon, c'est un exemple un petit peu bête, mais c'est déjà un système là. Et maintenant, j'ai une erreur correcte. Voilà, donc n'hésitez véritablement pas à utiliser ce système d'exception pour pouvoir renvoyer des erreurs dans le cas où vous avez des problèmes spéciaux. L'avantage de ces erreurs, vous le voyez, c'est que ça permet d'avoir plus d'informations et de mieux s'y retrouver par la suite. Et après, si vous utilisez des choses sensibles, utilisez le try catch et le finally pour exécuter un code quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est tout bête, mais c'est vrai qu'on a tendance à très peu l'utiliser alors que c'est très très pratique pour gérer des cas un petit peu particuliers. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans un prochain chapitre.